Bonsoir et bienvenue dans Tribune Libre. On revient ce soir sur le match Estac Le Havre, ou plutôt Le Havre Estac qui s'est déroulé vendredi soir en compagnie de Carlos Lopez et Laurent Gradel. Bonsoir messieurs. Bonsoir. Sans Philippe Paulet ce soir qui est retenu pour obligation professionnelle. Ça ne fait rien, on ne cassera pas du sucre sur le dos de l'arbitrage pour une fois. Un petit peu. Ça nous changera. On va parler donc de ce match important pour les Stacks, puisqu'il fallait absolument ramener quelque chose. Il fallait ramener même une victoire. Les Stacks a eu assez de force, assez de courage pour la ramener, pour amener les 3 points de la victoire, Laurent, ce soir. Oui, j'étais pas trop inquiet moi, la semaine dernière. Mais vous l'aviez annoncé. J'avais prédit une victoire de l'Estac au Havre. Le Havre a un petit peu été en chute libre. Exactement comme l'Estac, puisqu'ils n'ont pas gagné depuis le 11 mars, je crois. Oui, quelque chose comme ça. Et donc c'est vrai que eux, avec plus grand chose à jouer, c'était la différence par rapport à l'Estac, qui l'Estac avait encore le maintien à jouer, et l'a toujours d'ailleurs, parce qu'il manque encore, je pense, 1 ou 2 points pour être définitivement sauvé. Et le Havre a déjoué sur ce match, et donc ça a bien servi à l'Estac qui a remporté 3 points très précieux. Pourtant, en première mi-temps, on aurait pu se poser des questions. On va regarder les images. Le Havre a été assez dangereux. On se demande même comment le Havre n'a pas fait pour ouvrir le score. Honnêtement, c'est vrai que sur cette occasion de Rivière, c'est inexplicable de manquer quelque chose. C'est inexplicable. Bon, il y a aussi une bonne défense de la part de Carlier qui se jette pour éviter justement pour essayer de protéger le but. Bon, c'est vrai que Rivière a quand même le but grand ouvert. Bon, il frappe sur le poteau, tant mieux pour les Stacks. Le match peut changer, Carlos, dans ces cas-là, si on a une ouverture du score à Brest comme ça, la mentalité, l'état d'esprit troyen peut en prendre un coup. Le contexte du match, déjà, je pense que mathématiquement, le Havre, au contraire, avait encore un coup à jouer. Mathématiquement, c'était pas fini pour eux, donc je suis surpris de cette défaite de leur part. Maintenant, on est heureux de celle de 3, bien évidemment. On a lu à travers la presse toute la semaine que le président et l'entraîneur, surtout le président, s'est beaucoup manifesté suite à leur défaite de Nîmes. Je crois qu'il y a une grosse préparation mentale dans la semaine de la part des dirigeants et du staff concernant cette équipe de 3, qui apparemment s'est bien préparée pour ce match, déjà, mentalement, c'est important de le savoir. Quant au Havre, apparemment, sur les occasions qu'on voit en première mi-temps, effectivement, je crois qu'ils auraient pu mener largement au score, donc tant mieux pour les Troyens. Donc effectivement, cette première mi-temps, sur les images qu'on voit, le Havre se procure beaucoup d'occasions. Effectivement, ça avait été concrétisé, je pense que ça aurait été compliqué pour les Troyens. En première mi-temps. Il y a eu aussi un autre fait de jeu en première mi-temps. Ce hors-jeu discutable que vous avez choisi de revoir, Laurent, parce qu'il prête à discussion. On regarde les images, parce que dès la 6e minute de jeu, les Havrais se trouvent en bonne position pour ouvrir le score, mais ils sont arrêtés par la décision du juge de touche, donc de signaler Jovial en position de hors-jeu. Mais quand on voit l'arrêt sur image, voilà, que peut-on penser? À votre avis, pour vous, y avait-il hors-jeu? Je pense qu'à mon avis, il est sur la même ligne. Moi, au départ, ce qui m'a interpellé, c'est surtout la course de l'attaquant. Oui. Parce que je trouve que la course de Jovial est vraiment très intelligente et super intéressante. Après, bon, c'est vrai qu'il y a la passe de Mendes qui est dans le bon timing. Mais je ne pense pas qu'il y avait hors-jeu. À mon avis, je pense qu'il est sur la même ligne. Le juge de touche en a décidé autrement, tant mieux pour nous, parce que là c'est seulement au bout de la 6e minute de jeu. Donc ça aurait fait encore plus tôt dans le match l'ouverture du score. Et là, je pense qu'on aurait été en grande difficulté. Ouais. Il y a une autre image forte et intéressante qu'on a souhaité voir dans cette émission. C'est une image qui se passe donc en 2e mi-temps. L'Estac vient de se faire signaler un penalty contre elle. Et on va le voir, Fofana va marquer le but. Et derrière, il y a quelque chose de formidable qui se passe. Laurent, c'est quand même assez inhabituel. Oui, surtout de la part de Vincent Carlier. Donc on s'aperçoit, c'est une image qu'on voit quand même pas souvent. Donc il rassemble tout de suite tous les joueurs, essayer de les remobiliser rapidement. Ça a certainement beaucoup joué sur la reprise, puisqu'on égalise sur la remise en jeu pratiquement. Oui, puis, Vincent Carlier, il n'est pas connu pour être... Non, il n'est pas connu pour justement avoir ce tempérament-là. Mais bon, là, certainement que les discussions qu'il y a pu avoir tout au long de la semaine, cette remobilisation, lui a peut-être permis un petit peu de sortir un petit peu de son tempérament. Et justement, il s'est senti très concerné sur ce coup.
Alors on a mis l'action dans la continuité, Obadi donc qui marque. Carlos, on a compté 1 minute 6 du pénalty de Fofana jusqu'à l'égalisation troyenne. Ça c'est une sacrée réaction quand même. Hein. C'est une bonne réaction, bien évidemment, positive. Maintenant, je pense que Furlan compte sur ses cadres que peuvent être notamment Carlier, Obadi, Marcos, justement pour mettre l'équipe sur les bons rails. Donc c'est ce qui s'est passé. Encore une fois, je vous dis, l'Estac a été chanceuse par le nombre d'occasions qu'ont loupé les Havrais. Mais sur ce coup-là, effectivement, je pense que mentalement, encore une fois, ils ont une bonne préparation et ils ont bien réagi. Donc voilà, tout simplement, ils sont revenus en plus au bon moment du match. C'est important d'égaliser le plus vite possible avant que le doute s'installe. Donc encore une fois, c'est très bien joué de leur part sur ce coup-là. Mais on a senti aussi quand même de la part des Havrais un certain relâchement, je dirais, à ce niveau-là, dommageable pour eux. Maintenant, les Troyens continuent à tenter crânement leur chance, c'est tout. C'est vrai que c'est à ce moment de la partie, le Havre vient d'ouvrir le score, un petit peu de façon chanceuse, et derrière, l'Estac égalise tout de suite. Ça doit foutre un coup au moral, pardonnez-moi. Le potentiel confiance change de camp. Tout simplement, c'est ça aussi le sport. Quand il y a un adversaire, le potentiel confiance va et vient, notamment en tennis, on voit ça souvent. Et là, les Troyens reprennent le dessus, je dirais, par rapport au Havrais, ce qui les met dans des conditions favorables pour la suite du match. Et c'est confirmé donc avec le but de Psaume juste derrière, vous allez voir. 5 minutes plus tard, les Troyens enfoncent le clou avec, on va le voir, une superbe prise d'intervalle de Guy Diley qui sert ensuite Bettiol. Et là, Psaume tout de suite derrière. Là, ce sont des Troyens en pleine confiance, Laurent. Il y a surtout un manque d'agressivité flagrant de la part du Havre. Sur la préparation de cette action, on s'aperçoit que Diallo et Guillet arrivent à prendre l'intervalle sans aucun souci. Sans aucune opposition. Le joueur fait semblant de réagir, là, on s'aperçoit. Voilà. Oui. Regardez, derrière, aucune agressivité pour venir sur le porteur. On laisse un petit peu de liberté. Il y a quand même la qualité de l'appel de Grégory Bettiol. Et surtout l'enchaînement. Voilà, c'est un petit peu ce qui fait une de ses forces. Hein. Ça va très vite au niveau de l'enchaînement. Et derrière, Benjamin Psaume arrive au niveau de la récupération, après le renvoi de Placide, à mettre un plat du pied tranquillement. Presque. Tellement les défenseurs sont apathiques. Comme dit Carlos, on sent que la confiance avait vraiment changé de camp et là, ils subissent les choses, les Havrais. Donc c'est juste récompense et mérité pour les Troyens. 2-1, le public se met à se retourner contre l'équipe du Havre, demande même des têtes. Ensuite, il y a une fin de match un petit peu échevelée. On va voir qu'il y a un acteur qui a été particulièrement actif donc, dans cette toute fin de match. C'est donc le nom de la séquence qui s'annonce. C'est l'homme du match. Et il a été essentiel, Olivier Blondel, on va le voir dans les images qui suivent, puisqu'il a fait la parade de la saison, sûrement, puisqu'on doit jouer les toutes dernières minutes. Ce coup franc est repoussé, la barre repousse, et ensuite Olivier Blondel qui revient de nulle part pour sortir cette balle. Il est encore là à la lutte, et ça permet aux Troyens d'obtenir donc ces 3 points. Olivier Blondel, on a critiqué un petit peu la semaine dernière, et quand on voit ce qu'il est capable de faire encore pendant les arrêts de jeu, sur cette frappe de Mendes, une parade superbe. Olivier Blondel, la semaine dernière, qui n'avait pas été particulièrement... qui était un petit peu en difficulté depuis à peu près 3-4 matchs. Comme toute l'équipe. On le sentait moins bien. Et là, par contre, remonté comme une pendule, on s'est aperçu, en plus devant son ancien public... Carlos l'a côtoyé, donc on s'aperçoit qu'il a été décisif. Oui, c'est vrai qu'on voit encore Carlos là. Il est doublement motivé, d'abord parce que c'est un gagneur et qu'il apporte beaucoup à cette équipe-là, à ce niveau-là. Et puis, comme dit Laurent, effectivement, doublement motivé parce que c'est un retour sur ses terres où il a été formé. Je pense qu'il avait à cœur aussi de prouver devant ce public qu'il était capable de réussir. Qu'il méritait une place de numéro 1 au Havre, ce qu'il n'a pas eu. Pas spécialement, il y avait aussi des bons gardiens à l'époque, mais au moins de réussir à ce niveau-là. Il a prouvé. Il y a eu Revaux, Mandanda. Tout à fait, donc il y a eu aussi des garçons de qualité devant lui. Mais c'est un garçon c'est un travailleur, un gagneur, donc là-dessus, il a fait ce qu'il fallait pour que Troyes garde le score, tout simplement. Même si M. Paulet n'est pas là ce soir, et on pense bien à lui, on lui adresse un coup de chapeau. C'est vraiment très dommageable. On va souligner quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de voir dans le milieu du football. Vous allez le voir en image, c'est ce qu'on appelle une balle à terre, et non pas un entre-deux.
que l'entre-deux, c'est au basket. Messieurs, je ne vous l'apprends pas. Vous allez le voir, l'arbitre siffle suite à une faute et une blessure de Stéphane Drouin, d'ailleurs occasionnée par son gardien, Olivier Blondel. Et derrière, voilà, l'arbitre, il est bien ennuyé puisque aucune des deux équipes ne veut rendre le ballon à l'autre. Et que fait l'arbitre dans ces cas-là? Il est bien embêté, il ne sait pas quoi faire. C'est quand même hallucinant. Logiquement, effectivement, c'est une balle entre deux, mais les Havrais ont le ballon lorsque l'arbitre arrête le jeu. Oui. On peut penser que, au niveau de l'éthique, au niveau du fair play, le ballon devait revenir au Havrais, mais c'est un moment du match important, puisque c'est la fin du match. 3 mène 2-1, on est à l'approche du but de 3. Effectivement, si les Havrais récupèrent le ballon, à mon avis, c'est un ballon qui va certainement arriver dans le paquet, remettre en danger l'équipe de 3. C'est délicat. À ce moment-là du match, on est professionnel. Je crois qu'il y a eu par le passé d'autres exemples. Je me rappelle d'un match Arsenal où lors d'une touche, Arsenal gagne le match. Et d'ailleurs, Arsène Wenger a fait rejouer le match. Mais bon, dans cette situation-là, écoutez, je ne pense pas qu'on en soit là. Mais en tout cas, effectivement, c'est délicat comme situation. Et je pense que les Troyens ont bien fait justement de se dégager de cette situation. J'ai souvenir, dans ma jeunesse, pas si éloigné que ça, Carlos, que avant, l'arbitre ne s'embarrassait pas, il posait le ballon sans faire venir les joueurs, il me semble, messieurs. D'abord, je dirais que, question, c'est dommage que M. Paulet ne soit pas là, est-ce que l'arbitre qui a récupéré le ballon n'était pas là au moment où il arrête le jeu? Le ballon est beaucoup plus loin sur un côté. Déjà. Donc, est-ce que l'arbitre a le droit de décider de se mettre où il veut? Je ne sais pas, réglementairement parlant. Maintenant, effectivement, je vous dis, c'est une balle entre deux, donc logiquement, chaque joueur doit se disputer le ballon. Maintenant, effectivement, il y a des codes, je dirais, dans le sport. Qui ne sont pas écrits qui sont entre les joueurs, comme ça se passe encore une fois ailleurs, au rugby, au tennis ou autre. Là, la balle aurait dû revenir au Havre, normalement. Mais c'est la fin du match, important, 3 mènes. J'estime que c'est aussi ça le jeu, que ça déplaise à certains, mais les Troyens, je pense qu'ils ont bien fait de se débarrasser du ballon, tout simplement. Donc, Carlos, la loi a parlé. Juste la loi du milieu. Juste, c'est regrettable que Philippe soit pas là parce que c'était un des gestes techniques qu'il maîtrisait le mieux, la balle à terre quand il était encore en activité. Il aura l'occasion peut-être de répondre à cette attaque la semaine prochaine. On lui repassera la séquence. Messieurs, je vous remercie d'avoir participé à cette émission. On rappelle que les Stacks affrontent Le Mans dans un match moins important du coup, mais ça serait bien de ramener quelque chose contre des Manceaux qui cherchent encore à accéder en Ligue 1, parce que c'est pas encore fait. Merci Laurent d'avoir assisté à cette émission. Merci de nous avoir éclairé aussi, Carlos Lopez, sur les lois du jeu, et à la semaine prochaine pour un nouveau Tribune Libre. À bientôt.